notre activité au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous voudrions commencer tout de suite par des questions-réponses. C'est encore une surprise que je parle russe, c'est ça? Nous voulions commencer par les questions-réponses, mais je suis contraint de commencer en citant un nouveau cas d'utilisation des méthodes terroristes par le régime de Kiev. Ce matin, le 24 janvier, dans la région de Belgorod, a été abattu un avion de transport Ilyushin 76 qui effectuait un vol de transfert depuis la région de Moscou vers Belgorod de 65 militaires ukrainiens accompagnés par des officiers russes avec un équipage de 6 personnes. Ils sont tous morts. Les prisonniers de guerre d'origine ukrainienne étaient transportés vers Belgorod pour procéder à un échange de prisonniers. Et au lieu de cet échange, les forces ukrainiennes ont abattu cet avion à l'aide d'un missile de défense antiaérienne. Nous avons déjà demandé, il y a une heure et demie, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à 15h heure de New York, et j'espère que la présidence française remplira consciencieusement ses obligations et fixera cette réunion aussi vite que possible. Je ne voudrais pas que l'affaire de avril 2022 se répète, où il y a eu cette mise en scène dans la ville de Boutcha, près de Kiev, où des personnes ont été tuées. Nous n'avons toujours pas reçu la liste des noms de ces personnes. Et pendant 3 jours, le Royaume-Uni, qui présidait le Conseil de sécurité alors, avait refusé de tenir une réunion. Et j'espère que nos collègues français ne suivront pas cette voie et organiseront d'urgence une réunion aujourd'hui à 15h. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de cette conférence de presse au nom de l'Association des correspondants de presse des Nations Unies. J'ai une question sur le Proche-Orient. La plupart des gens dans le monde entier pensent qu'une solution à 2 États est la seule solution pour la paix entre Israël et les Palestiniens. Dans vos conversations ici à New York, est-ce que vous avez entrevu l'ombre d'une chance pour un accord entre les parties, y compris Israël, pour une solution à 2 États, et quand ces discussions pourraient-elles commencer? Si le Premier ministre Netanyahou continue-t-il à s'opposer à cette possibilité? Hier, nous avons parlé en détail de cette question lors de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU. Et avec plus de 70 délégations intervenues, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de suivre celle qui a été préconisée par le Conseil de sécurité sur la base des 2 États, ce qui avait été validé par tout le monde en son temps dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien et avec tous les éléments vitaux pour le fonctionnement de l'État dans la sécurité et la paix. Et cet État palestinien pourrait vivre en bon voisinage avec l'État israélien. Si une nouvelle fois, après cet objectif qui avait été fixé dès la fin des années 40 et durant toutes ces longues décennies, cette obligation de créer un État palestinien a été diffusée, reportée, dissoute. Et si encore on a cette même histoire, alors nous aurons de nouveaux raisins de la colère et de mécontentement.
Et la plupart des membres de l'ONU le rencontrent. J'ai eu des rencontres avec beaucoup de représentants des pays arabes. Je viens d'avoir une grande rencontre avec tous les ambassadeurs qui représentent les pays de la coopération islamique. Tous sont résolument décidés à faire en sorte qu'il y ait une décision officielle de création de l'État palestinien. Et des discussions ont commencé et elles doivent s'accompagner de mesures neutres par la voie de la médiation. Malheureusement, le quatuor de négociation n'existe plus sur cette question. Les États-Unis ont tout fait pour saper son travail en disant qu'ils allaient eux-mêmes faire les médiations. On sait très bien comment ça se passe. Et évidemment, nous nous prononcerons résolument pour que ce système de médiation et ce mécanisme qui, idéalement, devrait se faire dans le cadre d'une conférence internationale sur la question de la Palestine, et cette initiative doit être prise par les pays de la région et d'abord par la Ligue des pays arabes. Mais la première étape, je le dis hier, et nous en avons parlé aujourd'hui avec les pays de l'Organisation de coopération islamique, il faut absolument faire des efforts de restauration de l'unité palestinienne pour que toutes les fractions palestiniennes et tous ceux qui travaillent avec elles depuis l'étranger se réunissent et proclament la restauration de l'unité du peuple palestinien sur des bases stables qui puissent servir à l'édification de l'État palestinien. Et sans ce schéma que vous avez cité et qui navigue dans les couloirs et qui n'est pas fiable, qui n'ont que pour seul objectif de donner une sorte de visibilité à Gaza sans sa réunion à la Cisjordanie, et en fait sert simplement à maintenir la scission, gagner du temps. Et bien sûr, nous avons été préoccupés par la déclaration du Premier ministre israélien en disant que la construction de l'État palestinien ne se fait pas. Mais de toute façon, il faut qu'il y ait le règlement ne peut se faire que par la voie de la négociation. Et ceux qui ont plus d'influence que nous doivent insister pour que la partie israélienne remplisse ses obligations de façon consciencieuse. Nous ferons nos efforts dans ce sens. Bonjour, Monsieur le Ministre. J'ai deux questions. Je reviens à la situation de l'Ilyushin 76. Est-ce que vous pensez que cette attaque est intentionnée et il s'agit d'un attentat terroriste? Ensuite, il y a la situation au Proche-Orient. Beaucoup de journalistes se demandent comment est-il possible que les États-Unis ne savaient rien quant à la préparation de l'attaque du Hamas, étant donné qu'elle s'est faite avec des armes lourdes. Quel est votre avis à ce sujet et que pensez-vous de la politique des États-Unis au Moyen-Orient? En ce qui concerne l'avion de transport militaire Ilyushin 76 qui a été abattu et les raisons pour lesquelles la partie ukrainienne a commis cet acte criminel, nous établissons les faits actuellement et les premières informations qui ont circulé disaient que immédiatement après la chute de l'avion, après le tir d'armes antiaériennes, la partie ukrainienne a annoncé une nouvelle victoire des vaillantes forces ukrainiennes, mais dès qu'on a su que cet avion transportait des prisonniers ukrainiens, les responsables officiels et les militaires ukrainiens ne pouvaient pas ne pas savoir ce qui se faisait. Tout de suite, la propagande ukrainienne a cherché à dissimuler sous le tapis les messages qui avaient été publiés
et essaye d'inventer d'autres explications. Je le répète encore une fois, dès que cette information a circulé, que nous l'avons reçue, nous avons procédé à des vérifications et nous insistons, encore une fois, sur l'organisation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour enquêter sur ce qui s'est produit. En ce qui concerne les événements de Gaza et les tendances de crise que nous constatons, évidemment, effectivement, nous avons parlé avec tous nos interlocuteurs de Moscou quand nous avons une délégation de la Ligue des pays arabes et de l'Organisation de coopération islamique. Comment tout cela a explosé? Vous vous souvenez que 2 semaines avant le 7 octobre, Jack Sullivan avait dit dans une interview que la situation au Proche-Orient n'avait jamais été aussi calme au cours des 20 dernières années. C'est ce qu'il avait dit. Et quant au fait de savoir si la partie américaine le savait, je suppose qu'il y avait des signaux. Il y a beaucoup de théories complotistes qui peuvent sortir à ce propos. Vous vous souvenez, après l'attentat que nous avons condamné sur le territoire israélien, certains ont dit que les services secrets israéliens ne pouvaient pas ignorer ce qui se préparait. Il a été dit aussi que les États-Unis, par leurs satellites, observent tout point du globe, et en particulier au Proche-Orient, ne pouvaient pas ne pas noter des déplacements de personnes en nombre, de matériel, de drones qui se préparaient à commettre une attaque. J'entends la même chose que vous. Je pense que ces discussions, ces considérations paraissent dans le public, mais n'ont aucune preuve et je ne voudrais pas me lancer dans des spéculations autour de ça pour savoir si c'est vrai ou pas. Monsieur Lavrov, bienvenue. Quelle est la position de la Russie s'agissant du cas de l'Afrique du Sud de porter devant la Cour de justice qui accuse Israël de génocide actif dans cette guerre à Gaza? Nous espérons que le tribunal international remplira ses fonctions. Comme vous le savez, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir enfreint la Convention sur le génocide et c'est aussi adressé à environ 40 pays occidentaux en infraction avec tous les précédents ont soutenu la demande ukrainienne et donc le fait de savoir que ce processus sera politisé, oui, c'est évident. Aujourd'hui, le tribunal international, nous savons que tout juge doit être objectif, en particulier dans le tribunal international, qui a ses règles. Il a une réputation de qualité et j'espère qu'il s'appuiera sur la lettre et l'esprit du droit international, du droit humanitaire international. Et nous ne voudrions pas pratiquer l'ingérence. Je me souviens, à cet égard, tout récemment, Anthony Blinken était au Proche-Orient. On lui avait posé la même question et il avait dit l'action en justice de l'Afrique du Sud contre Israël au tribunal pénal international à propos de Gaza distrait l'attention de la communauté internationale de la solution du règlement à cette crise. Donc, oui, on dit que ça accorde une attention en même temps que ça distrait l'attention. Donc, on peut voir effectivement une tentative d'agiter cette situation pour éviter une prise de décision de la part du Conseil de sécurité qui pourrait prendre donc une décision claire et définitive. Et au lieu de ça, on utilise des formules qui donnent carte blanche à la punition exercée contre l'ensemble du peuple palestinien, punition collective. Donc,
regardons ici quelles sont les responsabilités de chacun. Oui. Excusez-moi, le... Vous avez déplacé, vous avez mis des armes nucléaires au Bélarus. Qu'en est-il de l'Ukraine? Je pense que l'information met du temps à vous parvenir. C'est arrivé il y a déjà 6 mois. Tout a été expliqué par le président russe, par le président biélorusse. Tout a été dit dès le début que, compte tenu des mesures prises par les États-Unis et leurs alliés de modernisation de l'armement nucléaire et qui se trouve dans 5 pays de l'OTAN en infraction à l'accord sur la non-prolifération, et que dans ces pays, des exercices sont menés en matière d'emploi de l'arme nucléaire, compte tenu du fait que pendant de longues années, quand les Américains tentaient de déployer des armes nucléaires presque au cœur de nos discussions et cherchaient à obtenir que toutes les armes, nous avons voulu que toutes les armes nucléaires déployées dans l'Arctique reviennent sur le territoire américain, et en fait, quand des armes sont en Europe, pour nous, c'est stratégique, c'est trop proche de chez nous. Et alors, ils disent qu'ils modernisent leur arsenal de ces armes nucléaires tactiques. Nous ne pouvons pas comprendre jusqu'au bout pourquoi ils font cela. Et donc, encore une fois, compte tenu de leur refus de retirer leurs armes et de les replacer sur leur territoire, nous avons répondu à la demande du président biélorusse. Nous avons déplacé une partie de nos armes nucléaires pour les déployer sur le territoire de la République de Biélorussie. Tout le monde le sait. Les pays occidentaux ont évidemment cherché à pousser des cris d'orfraie en disant qu'eux, ils avaient le droit, mais nous, on n'a pas le droit. Donc, toutes ces possibilités d'éviter une escalade ont été manquées régulièrement par les Américains. Il y a un accord qui a été signé, mais ils refusent de placer leur armement nucléaire tactique dans le cadre fixé par le traité de non-prolifération. Excusez-moi, il y a des preuves du fait que est-ce que vous avez des preuves que les États-Unis ont déployé des armes nucléaires en Ukraine ou au Bélarus? Encore une fois, vous pouvez répéter? Il n'y a pas de preuve que les États-Unis aient déployé des armes tactiques en Ukraine ou au Bélarus. C'est la Russie qui a fait cela. Parce qu'ils veulent défendre leur territoire. Je n'ai pas dit que les Américains avaient placé des armes nucléaires en Ukraine. Ça fait longtemps, pendant des décennies, qu'ils maintiennent leur armement nucléaire sur le territoire de 5 pays membres de l'OTAN, et les citoyens de ces pays suivent une formation dans des exercices d'emploi de ces armements. C'est ça que j'ai dit. Si cette logique vous paraît infondée, j'ai rappelé ce qu'est la mentalité de nos amis américains et des anglo-saxons qui considèrent que eux, ils ont droit. Et pourquoi la Russie, la Biélorussie se mettent d'accord? Ce ne sont pas des pays démocratiques. Donc c'est regrettable de voir cette mentalité et qui va bientôt être un frein au développement de l'humanité. On ne peut pas vivre constamment sur des principes coloniaux, néocoloniaux. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. L'orateur parle sans micro, l'interprète s'excuse.
Bonjour, Monsieur le Ministre. Je travaille à la BBC. Ma question est quelles sont les preuves qui seront présentées par la Russie sur le fait que dans cet avion qui a été abattu, il y avait des prisonniers de guerre. N'avez-vous pas peur qu'on ne vous croie pas? N'avez-vous pas peur que la communauté internationale ne vous croie pas? Ça m'inquiète absolument pas que la communauté internationale puisse ne pas croire. Je l'ai déjà dit, la communauté internationale, dans la personne de ses représentants occidentaux, des médias occidentaux, a déjà prouvé sa position de discréditation. Par exemple, je ne cherche à mettre rien en doute. J'ai rappelé le cas de Boutcha en avril 2022. On nous montre, d'ailleurs vos collègues de la BBC ont montré la rue centrale de Boutcha, alors que 3 jours auparavant, les militaires russes étaient partis et le maire de la ville avait rétabli son autorité. Et tout d'un coup, 3 jours après, la BBC nous montre des cadavres dans cette rue centrale de Boutcha. Ça fait bientôt 2 ans que nous réclamons, et on nous a accusés de tout, on a même prononcé des sanctions contre nous. Ça fait 2 ans que nous demandons qu'on nous donne la liste des gens dont les corps traînaient dans la rue, notamment dans un reportage de la BBC. La BBC, c'est-à-dire comme auteur de ce... Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. La BBC, comme auteur de cette information sensationnelle, aurait pu quand même donner un rétablissement des faits. Alors, que la communauté internationale nous croit, c'est-à-dire l'Occident, vous comprenez, cela ne nous préoccupe pas vraiment. La vérité fait mal aux yeux. Donc, il nous faut des discussions normales et il ne faut pas éviter les réponses. On peut parler de la BBC et ça concerne aussi, par exemple, l'empoisonnement de Salisbury. Aujourd'hui, nous n'avons jamais reçu aucune réponse aux 46 questions que nous avons posées de la part du procureur général aux autorités royales et qui doivent, dans le cadre des conventions internationales, répondre aux questions qui ont été faites. Donc, posez votre question à vos collègues ukrainiens. Je pense qu'ils ont, eux, probablement des informations. Moi, je ne peux pas vous les dire. Je ne peux pas vous promettre que les Ukrainiens vont reconnaître leur culpabilité. Mais eux, ils savaient. Et est-ce que vous allez le croire ou pas? Malgré tout le respect pour la BBC, je ne suis pas très préoccupé par cela. Excusez-moi, la BBC également. Donc, restez calme, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, donc je travaille à la télévision chinoise. Vous avez parlé de vos collègues américains et de leur action au Proche-Orient. Est-ce que Israël a rejeté la semaine dernière une solution à 2 États? Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont encore les moyens de pousser Israël à accepter cette solution? Et que peut faire la politique étrangère des États-Unis dans la situation actuelle au Proche-Orient? Je ne peux pas juger de la façon dont les États-Unis dressent leurs relations avec Israël. Ce sont leurs contacts bilatéraux. Je ne peux que confirmer, comme la plupart des personnes présentes ici, nous lisons la presse dans les médias américains sur le fait qu'il y a des discussions au sein de l'administration sur la façon de faire, de rendre Israël un peu plus prêt à discuter. Et comment cela va se terminer, je ne sais pas. Il y a le président, il y a ses conseillers de sécurité nationale, il y a son secrétaire. Ils ont un nombre incalculable d'adjoints. Je ne sais pas quoi vous répondre. Et je ne sais pas si toutes les spéculations sont justes. Je ne vais pas entrer là-dedans. En ce qui concerne la crise actuelle,
les conséquences de la politique américaine dans la région. Tout le monde les comprend bien de façon égale. Aucune aventure ces dernières décennies qui a été entreprise par les États-Unis en parlant des intérêts de sa sécurité à travers des dizaines de milliers de milles outre-Atlantique. Aucune aventure ne s'est couronnée de succès. Certains pays ont quasiment cessé d'exister. Par exemple, la Libye, la structure de l'État a été complètement détruite. L'Irak, tout le monde sait très bien comment la diplomatie américaine a cherché à justifier cette agression qui a complètement échoué avec ces fameuses preuves matérielles. D'ailleurs, après l'intervention en Irak, on a vu apparaître l'État islamique quand les États-Unis ont détruit toutes les structures du parti Baas et des officiers de Saddam Hussein pour pouvoir continuer à nourrir leur famille, sont entrés en masse dans l'État islamique et qui ont constitué le noyau de cette structure. On peut dire la même chose d'Al-Qaïda, qui peu de temps avant est apparu à l'issue de l'incursion américaine en Afghanistan. La même chose en Syrie avec l'apparition de Jabhat al-Nusra et d'autres groupements terroristes. Et nous savons très bien que sur les bases que les Américains ont établies de façon illégale dans ce pays, ils ont créé un quasi-État des Kurdes, créant des problèmes supplémentaires dans la région, et ils continuent à être en contact avec des extrémistes locaux. Ils procèdent à des réhabilitations, à des entraînements, et ceux-ci obéissent à leurs maîtres américains. Et donc, ils organisent des opérations terroristes loin des limites du Proche-Orient. Donc, évidemment, l'influence des Américains au Proche-Orient, elle est importante. Ils disent qu'eux-mêmes, ils vont régler le problème du conflit israélo-palestinien et ils ont supprimé, annulé l'activité du Quatuor. Et le résultat, on le voit, ce n'est qu'un exemple supplémentaire de la situation où l'autorité américaine apporte de tels résultats. Monsieur le ministre, merci beaucoup du temps que vous nous donnez et de cette conférence de presse. Je fais partie de l'agence de presse d'Azerbaïdjan. Je voudrais savoir, que pensez-vous de la normalisation du processus entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et également, est-ce que les Russes chargés du maintien de la paix vont permettre un accord par rapport à ce qui a été décidé en novembre 2020? Nous avons joué, personnellement, le président Poutine a joué un rôle essentiel pour arrêter la guerre en novembre 2020 et dans la validation de certains documents tripartites entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et dans ces documents sont stipulées clairement les modalités de règlement, et notamment la question de délimitation des frontières, de déblocage des échanges, des itinéraires commerciaux et la signature d'un accord de paix. Donc les structures qui ont été créées à cet égard au niveau des premiers ministres des trois pays qui s'occupent des questions de relations économiques. Ces derniers temps, nous voyons, après que ces accords ont été conclus, les collègues occidentaux ont décidé que tout cela n'était pas juste, que la Russie réussisse à conclure un accord, ou en tout cas un progrès, et ils ont commencé à faire venir les Arméniens, les Azerbaïdjans à Paris, à Washington, à Prague. Et d'ailleurs à Prague,
En 2022, le Premier ministre Pachinian a signé un document dans lequel il disait clairement qu'il reconnaît l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan dans les frontières de 1991. C'est-à-dire que la région autonome du Karabakh, comme elle s'appelait à l'époque, faisait partie de l'Azerbaïdjan. Pour nous, c'était une surprise parce que avant cela, différentes solutions avaient été examinées pour le statut du Karabakh, mais le Premier ministre arménien l'a fait lui-même. Et donc la question depuis du statut du Karabakh est close. Nous avons effectivement toujours des soldats de la paix et tout le monde a reconnu que le Karabakh était un territoire azerbaïdjanais et la question ne concerne plus les Arméniens, mais relève des relations bilatérales Russie-Azerbaïdjan et les présidents en ont parlé et sont d'accord sur le fait que pour l'instant, la présence des soldats de la paix russes joue un rôle positif pour renforcer la stabilité et la paix dans la région et facilite le retour des habitants arméniens qui souhaitent retourner dans le Karabakh. Merci, Joseph Klein. Donc, Free Press Israël a récemment proposé un cessez-le-feu de 2 mois en échange de la libération de l'ensemble des otages. Mais le Hamas a clairement rejeté cette proposition. Et surtout, vous avez critiqué le Premier ministre Netanyahou pour ses commentaires négatifs et son rejet d'une solution à 2 États. Mais justement hier, le Hamas a rejeté la solution à 2 États, comme ils ont dit, avec l'entité sioniste. Et donc, j'aimerais votre commentaire sur ce sujet. Vous savez, en ce qui concerne les propositions qui sont avancées du type on s'arrête pour 2 semaines, pour 2 mois, vous nous rendez les otages, mais pas tous les otages. Ça, c'est justement cet échange commercial qui nous distrait de la question essentielle. On peut parler autant qu'on veut du fait que le Hamas ne reconnaît pas l'État hébreu et ainsi justifier la poursuite du massacre à Gaza. Mais si on regarde seulement de façon superficielle ces manifestations éparses et en même temps ne pas voir l'horizon où doit obligatoirement apparaître l'État palestinien, ce genre d'incidents vont continuer à proliférer. Et c'est justement parce que nous sommes intéressés à une solution à long terme que nous insistons, pas seulement sur la promesse de commencer des négociations, mais que des mesures concrètes, pratiques soient prises et qu'il y ait un graphique clair d'achèvement avec le résultat qui s'impose et que demandent l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Et la première étape sur cette voie, je l'ai dit hier et je l'ai rappelé aujourd'hui avec les pays arabes, c'est le rétablissement de l'unité palestinienne. Eux-mêmes, ils doivent résoudre cette question, trouver les principes de cette unité de leur peuple. Parce que sans cette unité du peuple palestinien, il n'y aura pas de fondement pour l'État palestinien. On aura seulement des propositions, des prétextes pour avoir Gaza avec un statut particulier, ou avec quelqu'un qui cherche la sécurité, une zone tampon, et la Cisjordanie soit à part. Et cela continuera comme un tamis qui fait le tri et la population elle-même. Tout cela met en doute le concept lui-même. Et donc il faut s'intéresser à ces détails. Le fait que le Hamas déclare, il y a beaucoup de choses qui ont été... Vous avez lu la déclaration d'un chef
du chef d'état-major de Tzal qui disait que les Palestiniens sont des animaux, qu'il n'est pas possible de les considérer comme faisant partie du monde civilisé. Et je crois que c'est le chef d'état-major, c'est plusieurs ministres qui l'ont dit, que chaque habitant de Gaza, à l'âge de 3 ans, devient automatiquement un extrémiste parce qu'il est élevé dans la haine d'Israël. Appelez ça comme vous voulez. Mais quand ça fait plus de 70 ans qu'on vous empêche de créer l'État que vous voulez, selon vous, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Qu'est-ce que les enfants dans les écoles maternelles, après 3 générations, probablement on leur explique qu'il y a une injustice. Et je l'ai dit il y a longtemps à mes collègues israéliens, j'ai dit que la non-résolution du problème de l'État palestinien est la question la plus essentielle, le facteur crucial qui permet de recruter des extrémistes dans les rangs de l'organisation. À l'époque, il s'était vexé de mes propos, mais si nous laissons passer le bon moment, c'est-à-dire quand tout le monde est préoccupé de ce qui se passe et qu'on avance une solution qui satisfasse les intérêts des Palestiniens et une solution qui soit viable, avec un État qui soit viable et en même temps qui garantisse la sécurité et la paix pour Israël, or c'est l'essentiel, à ce moment-là, on laisse passer une chance historique très rare. J'ai 2 questions. D'abord, la poursuite donc sur le règlement palestinien. Vous vous souvenez comment sont arrivées ces organisations comme le Hamas? Et la deuxième, c'est l'état des relations entre la Russie et les États-Unis. Comment vous les évaluez? Comment vous évaluez leur niveau? À quel point sont-elles actuellement? Et que peut-on attendre et sur quoi cela va dépendre? Le niveau est bas, le point est bas, les contacts sont quasiment inexistants à l'exception des discussions sur les modalités de fonctionnement des missions diplomatiques aux États-Unis et de l'activité des diplomates de la Fédération de Russie. Là aussi, il y a beaucoup de tentatives de trouver des avantages unilatéraux, de se jouer de nous, mais on sait très bien que toute cette histoire sur la présence diplomatique a commencé à partir de la décision d'Obama en décembre 2016, 3 semaines avant l'investiture de Trump. Et donc l'administration démocrate a laissé un petit cadeau comme ça. Ils ont expulsé 120 diplomates russes de Washington et les Américains avaient noblement fait en sorte qu'il n'y ait pas de vol direct de Washington à Moscou. C'est humain, n'est-ce pas? Et donc, ces diplomates étaient avec leurs enfants, dans des autobus. Ils avaient été jusqu'à New York pour monter dans un avion qui va jusqu'à Moscou. Ça, c'est pas très sérieux pour des adultes. Et pendant très longtemps, nous n'avons pas répondu parce que l'administration Trump, après son investiture, ils nous ont demandé de ne pas réagir. Ils avaient été indignés de cette attitude des démocrates. Et nous avons dit que si vous pouvez rectifier la situation, d'accord, on va attendre. Et ils n'ont pas pu. Et l'été, on a présenté nos excuses. Personne n'a supprimé le principe de réciprocité. Et donc, on respecte tout ça. Et nous avons répondu par la symétrie. Nous avons expulsé des diplomates américains. Et donc, les Américains, comme les champions de la culture, de la cancel culture, ils ont annulé ce qu'avait fait Obama et ils ont commencé à nouveau, à zéro. Ils ont dit, mais cet été, vous avez expulsé nos diplomates. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas très honnête.
Et votre première question, c'était, oui, à propos du Hamas et l'apparition de cette organisation. Nous en avons parlé aujourd'hui avec les représentants de l'Organisation de coopération islamique. Nous avons parlé de tout cela. Nous avons vu comment le Hamas s'est servi de ça. Il y avait le Fatah à Ramallah et via le Hamas, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais en tout cas, en 2006, quand des élections étaient en cours de préparation en Palestine, et je me souviens avoir discuté avec Condoleezza Rice, et notre appréciation de la situation était que c'est peut-être mieux de conseiller aux Palestiniens d'attendre un peu, de reporter cette élection pour que les humeurs de la population s'apaisent un peu à Gaza et en Cisjordanie. Parce que, justement, on voyait les extrémistes gagner en popularité. Et les Américains, Condoleezza Rice, ont dit non, 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 non. La démocratie est organisée comme ça. Et récemment encore, Hillary Clinton, en se rappelant cette période, a dit il ne fallait pas être d'accord pour ces élections au cours desquelles le Hamas a gagné, mais nous devions faire tout ce qui est possible pour que triomphent ceux dont nous avions besoin. Encore, d'ailleurs, un aspect sur l'organisation de la démocratie dans le monde et dans les pays que les États-Unis prennent sous leur coupe. S'agissant du gel des relations. Mais elles sont quasiment inexistantes. Il y a des discussions ennuyeuses, soit dans un sens, soit dans l'autre, des propositions qui sont données pour que les missions diplomatiques fonctionnent. Combien d'agents de sécurité dans les ambassades? Parce que notre ambassadeur, selon les Américains, a besoin de moins de sécurité que le leur. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'on discute de ça, mais il y a encore un autre sujet qui revient généralement à la surface, c'est le rappel par les Américains du fait que l'accord sur les armes offensives existe et que la Russie n'a pas rempli ses obligations. On vous propose de reprendre ce travail. On nous a répondu souvent que l'accord a été conclu, c'est marqué, et s'appuie sur le principe du caractère indivisible de la sécurité, du respect mutuel, et que tout le reste, y compris les inspections de sites, découlent de ce principe. Or, les Américains, non, ils sont dans leur simplicité nationale. Ils disent c'est autre chose, c'est pas la même chose. Pour l'Ukraine, par exemple, nous menons une guerre. Certains vous qualifient nous qualifient d'ennemis. C'est-à-dire, c'est dans certains documents, c'est indiqué la Russie est un ennemi. Mais ils disent que nous avons occupé toute l'Europe, comme à l'époque de Napoléon. Ensuite, c'est Hitler qui avait fait la même chose. Il avait réuni la plupart des États européens pour lutter dans la Wehrmacht contre la Russie. Et là, on voit les Américains faire la même chose avec les nazis, maintenant avec Zelensky. Et les Américains veillent à ce que personne ne puisse faire un écart et sortir des rangs. Donc j'avais une conférence de presse il y a une semaine et demie, 2 semaines. Quelqu'un m'a posé cette question, est-ce qu'il y a une réponse au papier américain sur le dialogue stratégique? Et nous avons envoyé une réponse début janvier et tout est exposé. Nous nous attachons au principe des plafonnements des armes tel que c'est stipulé dans START 3, mais il ne peut y avoir aucune inspection, surtout qu'il y a eu des cas où nos sites stratégiques avaient été bombardés par des armes à longue portée par les Ukrainiens. Et ce sont des armes qui ne pouvaient pas atteindre nos sites si les Américains ne les avaient pas équipés. Merci beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe là? Il y a trop de Covid et trop de microbes. Bon, on est entre amis là. C'est toujours agréable de vous voir dans cette salle. Merci de nous permettre cette conférence de presse. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, êtes-vous préoccupé par le fait que la Corée du Nord ne recherche plus la réunification avec la Corée du Sud et des tensions sur la péninsule coréenne? Est-ce que ceci préoccupe Moscou? Est-ce que vous pouvez confirmer que le président Poutine se rendra en République démocratique populaire de Corée? Cette question est étrange. Nous avons des relations avec la Corée du Nord qui évoluent de façon régulière et stable. Nous voyons qu'ils cherchent à être autonomes, danser sous la musique de personne. Et nous voyons les États-Unis créer un nouveau bloc militaire avec la Corée du Sud, le Japon, et qui augmente l'activité militaire avec des exercices, des manœuvres, et qui sont ouvertement annoncés comme une capacité à mener la guerre contre la Corée du Nord. Pendant de longues années, nous avons promu l'idée de création d'une zone de sécurité et de paix sur la péninsule coréenne. Elle avait été fixée comme un des objectifs de ce qui est qualifié des négociations à 6 et qui a été ignoré. Les Américains trouvaient toujours un prétexte, ils disaient que c'était trop tôt pour se mettre d'accord, il faut réfléchir. Et finalement, ce groupe de négociation, n'a jamais commencé ses travaux pour trouver des garanties de sécurité, pour renforcer la confiance, etc. En même temps, la rhétorique qu'on entend de la part de la Corée du Sud s'est brusquement transformée. Elle est devenue beaucoup plus axée contre Pyongyang. Au Japon, la rhétorique augmente aussi gravement. On parle sérieusement du fait que le Japon pourrait avoir une représentation, puis maintenant une infrastructure américaine. Les Américains développent leur infrastructure militaire de l'OTAN dans cette zone, et en disant que le triangle Japon, États-Unis, Corée du Sud pourrait coopérer, c'est dit de façon floue, dans le domaine nucléaire. Bon, d'accord. Donc, Kim Jong-un a fait une déclaration. Vous comprenez que Netanyahou a dit il n'y aura pas d'État palestinien. Kim Jong-un a dit on ne va pas s'unir avec eux. C'est pas bien quand on a non pas un esprit d'unification, mais au contraire un esprit de dissidence. Mais une petite pièce a été apportée dans ce système par ceux qui se considèrent comme les maîtres du monde et qui considèrent que ça fait 500 ans qu'ils dirigent le monde et qu'ils vivaient aux dépens des autres et qu'ils doivent continuer. Et cette logique qui ignore complètement la réalité du terrain et notamment le fait que les anciennes colonies, pour la plupart, sont indépendantes. Elles ont pris conscience de leurs intérêts nationaux. Elles cherchent à affirmer leur identité culturelle, nationale, religieuse, et se développent de façon que l'Occident se trouve laissé de côté. Et donc, il faut respecter les réalités du monde d'aujourd'hui et non pas penser que
Si tu es fort, si tu as des dollars, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux étouffer qui tu veux, tu peux éteindre un système SWIFT, tu n'accorderas pas de crédit via la Banque mondiale, etc. Et que tu peux imposer ta volonté à tout le monde et que tout le monde doit être d'accord. Et puis ensuite, tu es devenu vulgaire, grossier, et en utilisant ce mécanisme. Et vous savez que si on dit les choses simplement, quand j'étais enfant, quand on allait après l'école, on allait se promener dans les cours d'immeubles, il y a peut-être les mêmes impressions chez vous, mais il y avait toujours des plus jeunes et d'autres plus âgés. Et les plus âgés, ces gars-là cherchaient à humilier un peu les petits jeunes, des petits hooligans de cours d'immeuble. Donc c'est vexant. Mais après, les petits, ils grandissent aussi, et la question se résolvait autrement. Donc, je travaille pour RT. À ce point, nous avons Bloomberg qui dit que l'Europe devrait s'armer contre les barbares à ses portes. Et bien sûr, il faut référence à la Russie. Nous avons un certain nombre de dirigeants occidentaux qui s'attendent à ce que la Russie attaque l'OTAN ces 5 prochaines années. Pensez-vous qu'il s'agit là que ce sont les dirigeants qui essaient de stimuler leur population dans une guerre contre la Russie? J'espère qu'il n'en va pas ainsi et que, malgré tout, il reste quelques esprits intelligents qui ont non seulement des connaissances en histoire, mais un instinct de conservation. Et j'ai même entendu dire que le président Biden avait dit quelque chose avertissant que si l'Ukraine perdrait, la Russie agresserait les pays baltes, la Finlande et d'autres pays de l'OTAN. Mais il n'y a eu aucune... On a vu aussi des déclarations similaires de calibre inférieur, et pas par les États-Unis, mais j'ai tendance à croire dans le bon sens des dirigeants américains. Et j'espère que je ne vois là qu'une tentative de résoudre un problème d'actualité à court terme. Ils considèrent qu'on peut effrayer le Congrès, et ça, c'est véritablement un conte. C'est une invention. Et que finalement, le Congrès va accepter le compromis et accorder 60 milliards, ou je ne sais plus quelle somme, de dollars à l'Ukraine pour l'équipement de la frontière, et que cette décision serait adoptée. Je ne sais pas, mais je suis convaincu que ceux qui prononcent eux-mêmes ce genre de déclaration se rendent très bien compte, je ne trouve pas le terme pour le dire, mais que c'est n'importe quoi. Et le président Poutine a déjà donné un commentaire sur cette histoire tout récemment. Regardez son interview récente. Il dit qu'il n'y a aucune volonté, ni nécessité, ni politique, ni militaire, ni économique de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Nous n'avions pas de nécessité de déclarer une opération militaire spéciale si l'Occident n'avait pas soutenu ce coup d'État à Kiev et donné carte blanche à ces putschistes qui ont tout de suite déclaré qu'ils supprimaient le statut de la langue russe en Ukraine et qui immédiatement ont proclamé comme terroristes les habitants de la Crimée et du Donbass qui refusaient d'accepter les résultats du coup d'État sanglant, et tout cela avec le soutien des pays occidentaux. Et quand cette guerre qui a été déclarée au Donbass, on nous a supplié, les Français, les Allemands, les Américains nous ont demandé d'arrêter cette guerre et de signer les accords de Minsk. Ils ont été validés dans le local voisin, ici au Conseil de sécurité, à l'unanimité. Et alors, ça marchait. Mais en fait, personne, à part Poutine, personne parmi les signataires n'avait l'intention de remplir ces accords de Minsk. Ils l'ont reconnu
eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est que l'opération militaire spéciale, elle est devenue inévitable après tant d'années pendant lesquelles nous avons tenté, au moins, de convaincre les pays occidentaux qu'il ne faut pas faire de l'Ukraine une menace directe à nos frontières. Et ça se décidait à des dizaines de milliers, comme les Américains l'ont fait pour l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, la Syrie, la Yougoslavie. C'est que c'était une menace pour les Américains, pas via l'océan. Alors que là, c'est directement à nos frontières, sur ces terres qui ont été conquises, aménagées par les Russes pendant des siècles, et dont les descendants vivent aujourd'hui. On leur a interdit de parler russe. Donc, c'est une situation complètement différente, et je regrette que certains en Europe suivent cette route et cherchent à interdire la langue russe, la culture russe, mais c'est indigne de la part de ceux qui ont le titre de membre de l'Union européenne. Excusez-moi. Donc, je travaille pour United Press. En Europe, il y aura des élections européennes. Est-ce que cela pourrait changer les relations Est-ce que cela pourrait changer quelque chose pour la Russie? Et l'ancien président Trump a dit que si il revenait à la Maison-Blanche, eh bien, il résoudrait les guerres qui durent depuis une décennie. Est-ce que vous pensez que c'est une réalité et qu'il serait capable de faire cela? Vous savez, il y a tout un tas d'événements et de déclarations qui sont faites chaque jour dans le public. Et sur cette question, vous croyez, vous y croyez pas? Je ne veux pas jouer à cela. Je ne peux pas croire quoi que ce soit qui n'a pas été matérialisé. On verra. Je doute que la partie ukrainienne sera prête à un règlement quelconque. Israël a donné des commentaires assez grossiers de cette déclaration, les dirigeants ukrainiens, pardon. Et d'ailleurs, souvenez-vous que l'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne avait dit que Scholz était une grosse saucisse. Donc vous dites qu'il va y avoir des élections au Parlement européen, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est un organisme politique que je connais mal. De temps en temps, nous entendons des déclarations russophobes qui sont dites là-bas, des résolutions qui sont prises, mais je ne suis pas cette actualité. Je ne m'y intéresse pas. Je pense qu'il est bien plus utile de regarder qui parmi les pays européens dans leurs élections nationales cherchent à éviter que chaque nation européenne soit dissoute dans l'appareil bureaucratique de Bruxelles. Cela est beaucoup plus intéressant que de regarder qui fait quoi, qui se met d'accord avec quoi, qui fait une transaction sur quoi au Parlement européen. Merci beaucoup. Je m'appelle Afrin Koussaifi de Arab News Daily. Juste une réactualisation concernant votre réponse sur les relations Russie-États-Unis. Je me demande, dans un monde où les canaux diplomatiques sont aussi en aussi mauvais état, combien pourrait en souffrir le reste du monde
de l'absence de relations entre vos deux pays et quelle est l'importance pour l'Europe et que pourrait-il advenir d'une normalisation? Quant à savoir si je suis préoccupé par si le reste du monde souffre de ce mauvais état des relations entre les États-Unis et la Russie, il faudrait demander quel est le plaisir a eu le reste du pays quand nous avions de bonnes relations. En quoi était ce plaisir? Simplement quelque chose d'abstrait. Ils discutent entre eux très bien. Si vous ne concrétisez pas ce qui se produit actuellement, la façon dont le reste du monde souffre, je pense qu'on peut parler ici du fait que beaucoup sonnent l'alerte face au risque de rhétorique guerrière, d'escalade. Personne ne veut de grande guerre. Et au cours de la dernière guerre, nous avons suffisamment souffert. Mais ce sont des agissements qui proviennent des États-Unis. Cela figure dans les documents doctrinaux de l'OTAN aussi. Cela est inscrit que nous sommes la menace numéro 1. La Chine est à au deuxième rang. Nous sommes la première menace. Et je vous dirais même plus, c'est qu'ils attirent des pays neutres comme la Finlande, voilà, qui, je ne sais pas ce qu'elle vient faire dans l'OTAN. La Suède, apparemment, le processus a avancé. Hier, j'ai rencontré le ministre suisse des Affaires étrangères et il m'a convaincu, comme il l'avait fait, qu'ils sont prêts à être médiateurs dans n'importe quelle question. Je lui ai dit, médiateur, ça doit être quelqu'un de neutre. Et l'Ukraine, la Suisse avait la réputation d'être neutre, pas seulement sur le plan militaire, mais d'une manière générale, et ce qui lui a permis d'être la capitale européenne de l'ONU avec Genève et de faciliter des processus de négociation et d'apporter une contribution importante au développement de la paix dans différentes régions du monde. Et il me dit, nous sommes toujours prêts à vos services, mais je lui ai dit qu'il y a la stratégie de défense nationale qui a été validée et qui va de 2024 à 2027 ou 2028, si je me souviens bien. Cette stratégie, en Suisse, dit que la Suisse est intéressée à la sécurité européenne, non pas avec la Russie, mais contre la Russie. Alors, si on donne des exemples de ce type-là, qui sont moins importants que les relations russo-américaines, donc ce que je viens de citer reflète très bien à quel point, de point de vue systémique, le principal garant de l'unité occidentale, c'est cette idée qu'on incite dans les esprits, c'est les positions russophobes. Journal Média, allez-y. Merci beaucoup. Je m'appelle Marine Schmich. Je travaille donc pour la télévision allemande, AMD. Vous avez eu la possibilité, ces 2 derniers jours, de rencontrer l'ancien président Donald Trump ou certains de l'équipe de sa campagne? Ça y est, vous avez déjà écrit quelque chose là-dessus? Pas encore. Dieu merci, non, parce que je ne l'ai pas rencontré. Merci Maria et merci Monsieur le ministre Lavrov. Ma question concerne les relations indo-russes. Nous avons entendu récemment qu'il y avait un corridor maritime oriental et j'aimerais savoir comment la Russie considère l'impact et les intérêts économiques dans cette région spécifique. C'est une question qui nécessite une réponse très détaillée et vaste.
Pour être bref, je dirais que, comme la plupart des pays de l'espace eurasiatique, nous sommes intéressés à de nouveaux couloirs, voies de communication qui permettent d'avoir une logistique moins chère, d'assurer la circulation de biens de façon favorisée, non pas autour de l'Afrique par exemple, et tout le monde est intéressé à la création de chaînes logistiques qui ne dépendront pas des pays occidentaux, qui ne dépendront pas de ceux qui abusent systématiquement de leur position dans les échanges commerciaux internationaux. Donc il y a le corridor nord-sud qui permet d'aller de la mer Baltique et de fournir, d'acheminer des produits jusqu'au golfe Persique. Et il y a un projet de liaison entre les ports de Russie, d'Extrême-Orient et l'Inde. Il y a l'initiative Europe, Proche-Orient, Inde. Ce sont déjà les pays européens occidentaux qui promeuvent cette histoire. Mais pour nous, la priorité, c'est le corridor nord-sud et l'Inde gagne là parce qu'il rejoint l'Azerbaïdjan, l'Iran, l'Inde, mais même le Pakistan est intéressé. Donc il y a ici beaucoup de discussions sur ce sujet. Il y a l'itinéraire maritime du Grand Nord. L'Inde, la Chine sont très intéressés. Compte tenu du facteur de réchauffement et des perspectives très proches d'ouverture permanente toute l'année, pourra être compétitif à l'égard des autres voies de communication, des autres itinéraires maritimes mondiaux. Nous en parlons avec nos collègues indiens, pas seulement au niveau de notre ministère, mais au niveau des ministères des Finances, de transport, de l'économie, de l'industrie, tout ça. Mais ce sont les perspectives principales qui se posent pour nous, au niveau du développement régional. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Elle concerne l'Afghanistan. Récemment, vous avez mentionné l'importance des talibans qui sont engagés dans un fonds national de résistance pour créer un gouvernement inclusif. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage sur ce que vous voulez dire à ce moment-là et préciser ce que signifie donc s'engager dans un front national de résistance? Et vous avez rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Iran hier. Avez-vous parlé de ce qui se passe dans la mer Rouge? Nous en avons parlé. Il y a une agression directe, illégale en mer Rouge, en infraction de tous les principes du droit international. Les organisateurs de cette agression mentent quand ils disent que c'est une autodéfense conformément à disposition de l'ONU. Et hier, avant-hier, il y a peut-être des documents qui décrivent en détail tous les arguments qui ont été utilisés par les Britanniques et les Américains et qui montrent que c'est une invention et que c'est du massacre et non pas de l'autodéfense. En ce qui concerne l'Afghanistan, nous n'avons jamais retiré notre ambassade de Kaboul. Elle continue à être opérationnelle. Nous sommes en contact avec les talibans qui ont le pouvoir réel sur place, mais comme tous les membres de l'ONU, nous n'avons pas reconnu officiellement les talibans dans la mesure où ils se sont engagés à un certain nombre d'obligations, respecter les droits de l'homme, notamment les droits des femmes, et de créer un gouvernement, constituer un gouvernement inclusif, pas seulement sur le plan ethnique, parce qu'il y a différentes ethnies, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Pashtuns, mais nous parlons ici d'une intégration qui soit aussi confessionnelle, mais aussi politique, parce qu'il y a l'ancien président Ahmed Karzai,
Il y a Abdallah Abdallah, ancien responsable de l'administration présidentielle, et d'autres responsables politiques qui veulent rester dans leur pays et aider à le remettre sur les rails. Et vous savez, dans ce cas, dans cette situation, les Américains ne donnent pas l'argent des autres. Donc, tous ces milliards de dollars qui pourraient servir au développement de l'Irak, et donc, il n'explique rien. En ce qui concerne le Front national de résistance dans le nord de l'Afghanistan, oui, leur position ne permet pas d'espérer que prochainement, ils pourraient entrer en dialogue avec les talibans. Mais nous nous prononçons pour un dialogue entre tous les Afghans. Mais il faut que tous ceux qui ont une influence sur ce Front national de libération encouragent justement une approche pacifique et ne pas consentir à des opérations de force. Alors, la toute dernière question. Oui, merci. Je m'appelle Anas Sobal de Sky News Arabie. 2 questions. Premièrement, pensez-vous que les événements sont terminés difficilement en Europe de l'Est? Il y a beaucoup de rapports qui disent que le département d'État et le Pentagone et l'Amazon sont en discussion pour discuter d'un retrait de la Syrie. Quel est votre commentaire à ce sujet? En ce qui concerne le Quatuor, j'ai donné un commentaire précis ces jours-ci à New York, à savoir que pendant de longues années, en commençant peut-être à partir du moment où avait été validée la feuille de route du règlement israélo-palestinien, il y a longtemps, nous, la Russie, nous étions pour que le Quatuor intègre des représentants des pays islamiques, parce que cette structure avait un aspect un peu semi-colonial. Donc, il y avait les Américains, les Russes, les Européens, l'ONU, et pas de représentants des pays arabes. Et nous avons obtenu que ce Quatuor, les autres membres du Quatuor étaient d'accord, inviter de temps en temps des représentants de la Ligue arabe quand la discussion essentielle serait achevée, et on les informait à ce moment-là de ce dont il avait été question et si un accord avait été conclu. Aujourd'hui, j'ai noté ce terme d'efficacité, de médiation efficace dans ce mécanisme. J'ai dit que le rôle majeur doit être joué justement par les pays de la région. J'ai compris de mes nombreuses discussions avec ces pays, la Jordanie, le Qatar, les Émirats et d'autres, ils sont prêts à assumer ce rôle d'initiative. Et c'est important parce que les instincts mettent du temps à disparaître, et l'instinct américain de vouloir tout régler eux-mêmes, et qui doit faire quoi, qui Mahmoud Abbas doit désigner comme protecteur de Gaza, par exemple, ces instincts n'ont pas disparu. Et nous n'avons pas de discussion avec les Américains sur le Proche-Orient, alors que peut-être ça et là, il y a des efforts collectifs en faveur d'un État au niveau régional. Mais tout ça est rayé, et je considère donc que ce mécanisme doit être dirigé, doit avoir en son cœur justement, s'ils considèrent que cet effort est important, ils peuvent inclure d'autres pays, la Russie, la Chine, l'Inde, ce sera leur décision. Mais en tout cas, il faudra que tout le monde, à ce moment-là, se mette d'accord pour travailler de concert et non pas lancer des schémas dans le dos. Et le retrait des troupes de Syrie,
Oui, on a déjà eu ça. Quand Donald Trump, quand il était président, il avait annoncé le retrait de ses troupes et tout de suite, les forces démocratiques syriennes avaient tout de suite demandé à nos militaires d'établir un contact avec Damas et quelques jours après, les États-Unis ont changé d'avis et les représentants des forces démocratiques syriennes, les Kurdes, nous ont demandé d'arrêter d'aider et tout de suite, ils sont revenus sous la houlette des Américains. Et donc, est-ce qu'ils vont partir? Ils sont là de façon illégale. Et les forces politiques, parmi les Kurdes de Syrie qui comptent sur le parapluie américain, ils font une mise morale et politique qui est erronée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je suis Sherif Anatolov. Le Pentagone a indiqué sa volonté de travailler avec la Turquie pour sortir de l'état de conflit et donc pour évoquer la Convention de Malte. Cela est compris comme un désir d'une nouvelle convention. Une seconde. Qui a dit ça? Le Pentagone, d'accord. Oui. Est-ce que le président Poutine prévoit de se rendre en Turquie dans un avenir proche? En ce qui concerne la déclaration du Pentagone, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, j'ai pas vu, mais apparemment, ils ont dit qu'ils voudraient obtenir de la Turquie un adoucissement du régime par rapport à ce qu'on a aujourd'hui en matière de passage des détroits en mer Noire. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un changement. Alors à ce moment-là, nos collègues turcs nous l'ont dit à plusieurs reprises, c'est qu'en tant que gardiens de l'héritage de la conférence de Montreux, ils s'en tiendraient strictement aux dispositions de cet accord de Montreux. Je comprends que les Américains, ils veulent venir. Monsieur Lloyd est revenu à son travail, je pense, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Alors, une visite en Turquie, on m'a interrogé à propos d'une visite en Corée du Nord. Ce que je peux dire, c'est que le président Poutine est invité par ces deux pays, par les dirigeants de ces deux pays, qui sont des partenaires. L'emploi du temps de ces visites est mis en place par le Kremlin et l'administration présidentielle. Je vous remercie.